Allez. Bon, c'est pas un sujet très TSP, mais il y a quand même une dimension très importante sur l'environnement et sur le climat. Je dis ça pour faire un peu de teasing. Voilà. Alors, à moins, je vais me mettre comme ça, à moins de... Alors oui. Donc j'ai le bonheur d'être vice-présidente du Shift Project depuis quelques années. Je suis leur alibi féminin, voilà. Ça c'est dit, je plaisante. Alors, à moins que vous ayez passé les 3 derniers mois dans un frigidaire fermé à double tour, vous avez entendu parler de ce sujet qui est pêle-mêle la finalité de l'entreprise, le rôle de l'entreprise au XXIe siècle, les entreprises à mission, la réforme du Code civil, tous ces sujets-là, qui ont été d'ailleurs impulsés à la suite de l'élection d'Emmanuel Macron, repris dans la loi Pacte de Bruno Le Maire. Et actuellement, les auditions du tandem Nota et Sénart sont en train de se poursuivre pour accoucher de propositions vers le 1er mars. Et donc sont auditionnées différentes personnes représentant acteurs économiques, financiers, société civile, monde de l'économie sociale et solidaire, pour réfléchir à quelle est la finalité de l'entreprise au XXIe siècle, qui est un sujet quasiment philosophique, et qui, à mon grand étonnement, enfin non pas à mon grand étonnement, enfin en tous les cas, soulève de véritables passions. Alors, je vous dis, il n'y a pas un jour dans les Échos, dans le Monde, qu'il y ait une tribune, en commençant par ma pomme, pour essayer de dire un peu de quoi il s'agit et de quoi il ne s'agit surtout pas. Voilà. Alors, je suis là parce que il se trouve qu'il y a un an, j'ai, avec mon cabinet Profil, publié une étude qui se trouve maintenant au cœur un peu du réacteur. Cette étude, je ne l'ai pas amenée parce qu'en fait, on est en rupture de stock, mais certains d'entre vous l'ont eu entre les mains, donc elle existe, hein, n'est-ce pas, Cédric ? Et donc, c'était les entreprises à mission, panorama international des statuts hybrides au service du bien commun. C'était le titre. Et l'idée, donc quand j'ai voulu mener cette étude, il y avait 3 choses importantes. Il y avait cette idée selon laquelle des entrepreneurs, et je dis bien des entrepreneurs, étaient allés voir le législateur dans leur pays pour leur demander un statut protecteur permettant d'inscrire une mission dans leur objet social et de la protéger en droit et de la rendre opposable. Et je me suis dit, waouh, quelque chose de nouveau sous le soleil. Il y avait très peu de littérature académique sur le sujet finalement, très peu de jurisprudence et potentiellement la possibilité de porter ce sujet au moment d'une alternance politique. Donc on s'est lancé dans cette étude. J'ai eu le bonheur de retourner aux États-Unis, donc en Angleterre, au Canada, en Italie, aller devant les entrepreneurs qui avaient fait le siège du législateur pour obtenir ces statuts. Donc on est bien sur le terrain du droit. D'abord. Donc les entreprises en mission, ça renvoie d'abord à un statut dédié qui n'existe pas en France. Et donc toute la question est de savoir, est-ce qu'en France il est pertinent ou pas, et je vais expliquer ce que c'est que ces entreprises à mission, d'avoir un statut dédié, mais sachant que ce débat sur un statut ou pas pour les entreprises à mission s'inscrit en toile de fond sur ce sujet de la finalité de l'entreprise. Voilà, quelle est la finalité de l'entreprise dans ce début de siècle qui est extrêmement agité et très singulier. Donc le débat sur le Code civil, si vous voulez, on y retournera, mais il n'est pas au cœur du réacteur. Donc si je suis... Voilà. On y retournera. Il se focalise autour de l'article 1832-1833. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a spécifiquement pris. On l'a un peu abordé dans l'étude, mais on l'a pas spécifiquement pris. Et je serais parfaitement complète si je vous disais que cette étude, nous l'avons menée avec la chaire de l'école des mines, c'est-à-dire Blanche Sécrestin, Armand Hatchuel et Kevin Levillain. Parce que chaque fois qu'on produit une étude chez Profil, on travaille avec une chaire académique. Ce n'est pas un truc de consultant pour développer un nouveau marché, parce que de toutes les façons, il n'y a pas de marché. Donc Pardon ? J'ai rien. J'ai rien du tout, mais je sais par expérience que quand tu dis que tu es consultant, on te dit « Allez, vas-y, vends-moi ta soupe ». Et c'est insupportable, parce qu'on essaye aussi de faire... notre mission, c'est de faire progresser un peu le débat sur ces sujets. Voilà. Donc on y reviendra, et peut-être que Sylvain voudra aussi amener son grain de sel là-dessus, parce que j'ai beaucoup débattu avec mon ami Sylvain de Forges sur ce sujet. Alors, on continue. Décidément, c'est pas très compliqué. Je
Vous allez vraiment penser que je suis blonde? Oui, je suis blonde. Ouais. T'appuies juste là. Ah oui, ben évidemment, je suis blonde là, oui, définitivement. D'accord. Ok, d'accord. Ok. On va... Voilà, bon. Très bien, c'est bon, je vais prendre celle-là. Merci. Donc, quand il s'agit d'entreprises à mission, il faut que vous sachiez, ça, à la limite, on peut aller très vite. On est bien dans un modèle hybride, c'est-à-dire qu'on est dans des entreprises commerciales, c'est-à-dire on n'est pas dans le monde de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. On pourrait, mais on n'y est pas. On est dans des entreprises commerciales qui donc ne veulent en rien renoncer à la lucrativité et au profit. Mais ces entreprises commerciales se fixent dans leur objet social une mission, et une mission qui a trait à des enjeux sociaux, environnementaux, éducatifs, culturels et scientifiques. C'est très souvent ces thèmes-là, d'accord ? Et à travers cette mission, ils s'assignent des engagements et ils vont aller délibérément, librement, dans l'animation de cette mission avec des parties prenantes qui vont participer avec eux à cette création qui est ce commun autour de cette mission. Là, on rentre déjà dans des sujets un petit peu abscons. Donc, on est bien dans un objet social élargi à des sujets sociétaux, opposables à des tiers. Et c'est là qu'on rentre dans quelque chose qui est parfaitement inédit. C'est parce que la responsabilité sociale telle qu'on la connaît ensemble, cette responsabilité sociale, elle a quelque chose qui, moi, m'a toujours frappé quand j'exerçais ces responsabilités dans l'entreprise, c'est que quand vous êtes en situation d'animer une politique de responsabilité sociale, vous demandez à toutes les parties prenantes ce qu'elles en pensent, sauf à la partie prenante la plus importante, celle qui est maîtresse de tous les arbitrages du partage de la valeur, c'est-à-dire l'actionnaire. Tandis que là, on ne peut pas considérer que l'actionnaire a été pris en traite, parce que l'actionnaire a bien eu connaissance des statuts et de l'objet social, et donc de la mission. Donc on a embarqué l'actionnaire dans cette mission. C'est pour ça que ça apporte quelque chose d'inédit par rapport aux politiques de responsabilité sociale qui sont très souvent construites sans l'actionnaire, ou en tous les cas à côté de l'actionnaire. En gros, c'est très rare qu'une politique de responsabilité sociale rentre dans les conseils d'administration, enfin, je parle en profondeur, rentre dans les comités exécutifs, soit débattue en assemblée générale, autrement que dans des rapports de force, et transforme en profondeur les modèles économiques et la gouvernance. Là, on parle bien d'une transformation en profondeur des modèles économiques et de la gouvernance de l'entreprise. Alors, les entreprises aux quatre coins du monde, ce sont les États-Unis qui ont ouvert le bal, et au premier rang desquels on a la Californie. C'est la Californie et principalement les entrepreneurs californiens, au premier rang duquel... Alors, je ne sais pas si c'est une légende ou c'est vraiment lui, mais enfin, tout le monde dit que c'est Yvon Chouinard, le patron de Patagonia, qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, qui, justement, sentant l'âge venir et la problématique de la transmission arriver, ne voulant pas se faire racheter par un prédateur, parce que c'est comme ça qu'on dit les choses, a fait le siège à Sacramento du législateur californien pour qu'il y ait un statut. Ce statut, c'est le premier qui a émergé en 2010, c'est le statut de Benefit Corporation. Alors, ne pas confondre les statuts avec les labels. Ça aussi, j'y reviendrai. Le label est une évaluation, le statut est une forme juridique. Alors, c'est en train d'essaimer également en Amérique latine, au Mexique, en Amérique latine. Vous avez des formes à peu près équivalentes en Angleterre et en Italie. Le Canada se pose des questions également et a légiféré sur 2 statuts. Et l'Australie vient également, en tous les cas, le projet de loi est en débat devant le Parlement. Alors, ça, ce sont les pays qui sont les plus disruptifs et sur lesquels nous avons bâti nos études de cas. Alors, aux États-Unis, les États qui ont adapté un statut de Benefit Corporation, vous voyez que c'est en train de se répandre vitesse grand V. Il y a un deuxième statut qui est le Social Purpose. Je vais vous faire les distinctions, mais très vite. Et puis, il y a un troisième statut qui est le statut de Public Benefit Corporation. Alors, les Benefit Corporation, ensemble, c'est une approche un peu triple bottom line. C'est de la RSE++.
La partie, ce qui est intéressant à mon avis aujourd'hui, et qui est peut-être plus inspirant, c'est que le statut de Public Benefit Corporation, c'est une approche double, c'est-à-dire que c'est à la fois être bon sur tous les éléments de la RSE, mais en plus s'assigner une mission et être excellent sur cette mission. Voilà. Donc je suis bon, je fais de mon mieux sur toutes les externalités que je génère, mais en plus, sur une mission sociale ou environnementale ou scientifique ou culturelle, je vais mettre énormément de moyens, je vais mettre l'accent sur cette mission et je vais rendre compte sur cette mission. Et donc il y a une grande liberté dans le choix de la mission et il y a aussi une liberté dans le choix de l'évaluation, sachant que le rapport d'évaluation doit être remis à l'équivalent de la directe dans l'état de l'enregistrement. Donc quelques chiffres. Vous avez aux États-Unis à ce jour 2000 Benefit Corporation, 50 Public Benefit, mais le statut est beaucoup plus récent, il date de 2016, 60 Social Purpose. Celle-là, ce statut-là apparemment n'arrive pas à décoller. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les Américains ont demandé ces statuts? On comprend bien qu'il s'agit peut-être d'une communauté militante d'entrepreneurs. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les obligations fiduciaires. Vous savez ce que c'est que les obligations fiduciaires, j'imagine? C'est spécifique au droit anglo-saxon. Les obligations fiduciaires vous obligent à gérer votre entreprise dans l'intérêt des actionnaires, enfin des associés, et dans l'intérêt financier des associés. Et puis plus généralement, vous devez maximiser, oui, enfin voilà quoi, l'intérêt financier des actionnaires au moment d'une transaction. Donc je vais donner un exemple. Imaginez que moi je crée une entreprise formidable avec une mission environnementale très inspirante et que Jean-Marc veuille me l'acheter. Et Jean-Marc va me l'acheter et il va me proposer un super prix. Mais Sylvain me propose aussi de l'acheter. Mais Sylvain me propose un prix inférieur à Jean-Marc. Je suis obligée de vendre mon entreprise à Jean-Marc. Alors que tu es moralement, de toute évidence, c'est pas par hasard que j'ai choisi cet exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez, si les entrepreneurs américains, et je dis bien les entrepreneurs, c'est pas la société civile et c'est pas le législateur. Si les entrepreneurs américains sont allés voir le législateur pour les protéger, c'est qu'il fallait qu'ils sortent de l'étau des obligations fiduciaires, parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de contre-références, il commençait à y avoir beaucoup d'entreprises, de véritables pépites, d'entreprises à mission un peu à M. Jourdain, qui étaient achetées, parce qu'il y a des moments où il fallait financer la croissance, qui étaient achetées par des grandes entreprises, et petit à petit, la mission, au bout de quelques années, les valeurs, la mission, tout périclitait. Et c'est compliqué d'obtenir la parole de ces entrepreneurs parce qu'ils sont sous accord de confidentialité, mais dans la presse, vous avez vu l'exemple de Ben & Jerry, vous connaissez tous Ben & Jerry, les glaces Ben & Jerry, comme le nom l'indique. À un moment donné, pour financer la croissance, ils ont été obligés de faire rentrer d'autres personnes, enfin de se vendre, de faire rentrer, de céder leur capital à une grosse entreprise. C'est Unilever qui a tapé à la porte. Au départ, Ben & Jerry ne voulait absolument pas se vendre à Unilever parce qu'ils avaient des doutes sur la communauté de valeurs que partageait Unilever avec eux. Unilever a menacé Ben & Jerry d'un procès. Parce qu'au titre de leurs obligations fiduciaires, c'était eux qui proposaient la meilleure offre, donc il ne peut pas y avoir d'autre choix que de se vendre à Unilever. C'est ce qu'ils ont fini par faire. Et là, ça a été plutôt bonne pioche. Mais il y a des exemples, et même en France aujourd'hui, il y a des exemples de petites entreprises, notamment dans le monde de la cosmétique bio ou de l'alimentation bio, à cause de la croissance exponentielle, enfin pas exponentielle, mais de la très forte croissance du bio. Le bio commence à intéresser des grands groupes. Vous allez me dire c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont se servir en croissance externe auprès de petites entreprises qui redoutent beaucoup de se faire en quelque sorte déposséder de leurs valeurs et de leur mission. Donc vous voyez que ce demande de statut, contrairement à ce que dit M. Pierre Gattaz, avec lequel j'ai eu l'occasion de discuter un peu, ne vient pas de la société civile et du législateur. Ce sont les fondateurs, ce sont les fondateurs, les actionnaires fondateurs d'une entreprise qui souhaitent poursuivre leur mission et la protéger, et donc la soustraire à cette logique de financiarisation de court terme dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Alors, maintenant, je vais aller vite. Comme ça, vous connaissez la logique. L'Union européenne
Voilà ce on a recensé, mais gardez simplement en tête que le Royaume-Uni, qui a été le premier en 2003, le Royaume-Uni a acté un statut qui s'appelait c'était le Community Interest Corporation. Community Interest Corporation. En fait, c'était un statut qui était assez proche de nos statuts ESS. Ils ont mené une grande consultation nationale auprès des entrepreneurs, ce qu'on est en train de faire avec Vivos actuellement. Et de cette consultation nationale, il est sorti des entrepreneurs sollicités une demande d'un statut beaucoup plus souple, qui soit plutôt vers une lucrativité sans contrainte, sans restriction, plutôt que d'être arrimé côté de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc le Royaume-Uni va probablement, quand ils auront fini de discuter du Brexit, aller vers un statut d'entreprise à mission, probablement de type américain, PBC. Et là où il y a la plus grande surprise, eh bien la plus grande surprise, elle vient de l'Italie. Alors l'Italie, en juillet 2016, a adopté un statut de Società Benefita, qui est du copier-coller de la Public Benefit Corporation américaine. Mais un copier-coller. Et alors on a discuté, dans l'étude, on a discuté avec des juristes, avec des parlementaires, donc on a reproduit une interview d'un avocat qui nous a dit ça s'est fait par inadvertance à 2h du matin, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais il faut savoir que l'Italie est un pays aussi qui a une culture de coopérative, enfin une culture extrêmement forte, et avec un tissu de PME qui sont elles-mêmes imprégnées de ces valeurs. Donc on est allé interviewer en Italie 2 entreprises, une qui a une start-up complètement détonnante qui s'appelle D-Orbit, dont la mission est de nettoyer l'espace. Je plaisante pas. Ils font du démantèlement de satellites. Donc leur mission, c'est de nettoyer l'espace, de dire que l'espace n'est pas une poubelle. Et ils ont adopté tout de suite le statut. Et on est allé voir aussi Alessi, les arts de la table que vous connaissez peut-être, et du design italien, qui n'avait pas opté pour le statut et qui l'a fait juste dans la foulée. Mais il y a un réseau de PME très vivant en Italie qui se reconnaît beaucoup dans ce statut. Tout ça pour dire quand même une chose, c'est que ce statut, il convient surtout à des entreprises de taille moyenne. Et il y a très peu de très grosses entreprises, je vais y venir en France maintenant parce que je vais vous parler de Danone, il y a très peu d'entreprises qui ont opté, de grandes entreprises qui ont opté pour ce statut. Et aux États-Unis, il n'y a qu'une entreprise cotée. C'est une entreprise qui est dans le domaine de l'éducation qui s'appelle Laureate Education. C'est la seule entreprise cotée qui a un statut de PBC. Voilà, donc ça c'est pour l'Italie. Voilà le Royaume-Uni. Enfin tout ça, c'est des chiffres que j'ai tirés de l'étude. Et donc le Royaume-Uni, une évaluation, 123 000 entreprises potentielles qui voudraient s'inscrire, soit 4,3% de l'économie britannique, qui se reconnaissent dans les caractéristiques de ce qu'on appelle les mission-led business. Voilà, alors les entreprises pionnières, Patagonia, on est allé voir Plums Organic qui, entre parenthèses, a été racheté par Campbell. Donc ça, on commence à avoir des cas intéressants de rachat de petites par des grandes. On est allé voir Alessi, Cotopaxi. Alors Cotopaxi, c'est un petit Patagonia, mais complètement social. Et Danone. Alors Danone est intéressant dans la mesure où Danone est de fait, Danone Wave, qui est la filiale non cotée de Danone, qui est un groupe coté, est de fait maintenant la plus grande entreprise à mission du monde. Pourquoi ? Parce que Danone Wave a racheté White Wave, qui était leader des laits végétaux bio aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord. Donc de fait de ce rachat, Danone Wave se trouve la plus grande Public Benefit Corporation. Ce qui amène Emmanuel Faber à beaucoup s'exprimer dans la presse sur ce sujet-là. Et la question qu'on lui pose, c'est s'il y avait un statut en France, est-ce que Danone voudrait opter pour ce statut ? On fait durer un peu le suspense, j'ai la réponse. Comme ça, voilà, vous allez me poser des questions. Mais en tous les cas, Danone Wave est très observé parce qu'il y a un effet de taille. Voilà, il commence à y avoir un effet de taille. Ces statuts sont très jeunes, hein. Il y a eu un article dans les Échos qui est paru, on avait donné notre étude à une correspondante des Échos en Californie, et la titraille était étonnante, c'était les entreprises à mission, les limites du système américain. C'est pas tellement qu'il y a des limites, c'est surtout que c'est la jeunesse, il n'y a pas de jurisprudence, c'est des statuts qui sont très jeunes, et quand on connaît la judiciarisation très forte de la société américaine, la vie des affaires américaines,
on sait que ces cas-là vont venir et ça va être intéressant de voir comment les statuts résistent au principe de réalité. Donc on est quand même sur des phénomènes très jeunes et Danone, de fait, ouvre le bal et la plus grande entreprise à mission, donc je dis bien, je parle des statuts. Et Danone est une entreprise qui promeut aussi beaucoup le label Benefit Corporation, hein, donc qui est un mode d'évaluation. Alors le label Benefit Corporation, c'est quoi? Le label était bien antérieur au statut. C'est un label qui a été créé par le même écosystème d'entrepreneurs américains et californiens. C'est un label qui, sur 200, vous avez 200 questions, c'est one size fits all, que vous soyez nord-américain, papousien, Nouvelle-Guinée, petite entreprise ou pas, ou grande. C'est les mêmes questions pour tout le monde, donc ce qui introduit des biais culturels, géographiques, juridiques très forts, parce que les questions sociales en France, vous les passez les doigts dans le nez, alors qu'aux États-Unis, le congé de maternité, il est encore à conquérir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un petit peu le problème de ces labels qui, en fait, n'arrivent pas à prendre en compte ce qu'est qu'une entreprise, c'est-à-dire un mouton à 5 voire 6 pattes. Voilà. Alors, le débat en France, et je vais en terminer par là. Alors ça, c'était la question du fiduciary duties. Bon, ça, c'était pour faire un peu... Parce que oui, on a donné... On a fait une conférence au Bernardin en juin, et c'était un peu lourd, donc on a voulu égayer un petit peu, mais je trouvais que c'était assez rigolo. Voilà. Alors c'est vrai qu'écrire une mission, c'est pas de la tarte, hein, c'est savoir exprimer cette mission et la rendre explicite et faire en sorte qu'elle s'incarne et qu'elle se vive, c'est pas simple. Voilà. Donc j'ai pas dit que c'était des sujets simples. Alors ça c'était les paroles de nos experts avocats qu'on a interviewés. Et, donc Monsieur Borrello aussi, qu'on avait invité au Bernardin, parle du capitalisme d'intérêt général. Donc vous voyez qu'on parle de biens communs, d'intérêt général, d'utilité sociale, d'utilité publique. En fait, on est dans une richesse et une biodiversité sémantique assez incroyable et on n'arrive pas à s'entendre. Donc, pour terminer, les avantages d'une entreprise à mission, c'est clairement redéfinir le sens et le périmètre de la responsabilité de l'entreprise. C'est bien sûr pour moi dépasser le cadre de la RSE traditionnelle qui, encore une fois, n'embarque jamais les actionnaires, les dirigeants. Enfin, ils vous disent tous, c'est formidable ce que vous faites, continuez, mais bon, il ne se passe rien. Au moins là, ils ne sont pas pris en traître. Hein. Ce sont bien alors les statuts peuvent être défaits, mais quand même, il y a une forme d'implication et d'engagement qui est plus grande. Et il y a bien sûr cette idée de repenser le contrat social de l'entreprise. L'entreprise devient elle-même un commun, une création collective. Et donc, être en capacité d'évaluer la création de valeur et surtout le partage de la valeur de façon beaucoup plus effective. Par exemple, Cotopaxi, la petite entreprise, là je vous ai passé très vite, eux, leur mission, c'est clairement... Ils créent des équipements de plein air. Leur mission, en fait, les deux fondateurs voulaient créer une ONG. C'est assez étonnant. C'est des amis d'enfance qui ont fait du bénévolat en Amérique latine. Ils voulaient créer une ONG. Ils se sont dit, ça va être galère, on va passer notre temps à tendre la main pour avoir des subventions, des dons. On va créer une entreprise. Et c'est l'entreprise qui va nous permettre d'avoir de l'autonomie pour nourrir notre mission, qui est réellement sur la supply chain, de créer de nouvelles relations avec les fournisseurs. Donc ce qu'ils font avec leurs fournisseurs est absolument stupéfiant, mais c'est leur mission et ils donnent de l'argent là-dedans. Et donc les actionnaires qui investissent dans Cotopaxi, parce qu'ils ont fait la plus grande levée de fonds en 2016 quand on est allé les voir, ils ont levé plus de 30 millions de dollars. Et ce n'étaient pas des investisseurs à impact, c'était des investisseurs mainstream. C'était des fonds, d'ailleurs, étonnamment, qui étaient gérés les trois par des femmes, d'ailleurs, je vous le dis au passage. Et donc, les investisseurs qui sont venus savent très bien que la mission de Cotopaxi, c'est de réinvestir de l'argent de façon substantielle sur la chaîne de valeur en amont pour la montée en compétence des petites mains qui travaillent pour les équipements. Donc c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire ah ben non, je ne savais pas, je ne veux pas. Donc vous voyez, il y a une communauté d'intérêt qui se crée autour de la mission et c'est pour de vrai parce que ça se traduit sur un partage de la valeur qui est très différent. Quand il est moment de distribuer les dividendes, ben, si on a réinjecté dans de la R&D, si on a réinjecté dans une meilleure qualité ou bien-être des parties prenantes, notamment des fournisseurs, eh bien c'est quelque chose qui a été consenti par la majorité ou au moins à l'unanimité des actionnaires. Voilà, donc si vous voulez bien, là on est donc une mission librement choisie, l'opposabilité des engagements pris, mais ça c'est la jurisprudence qui nous le dira, une gouvernance qui est cohérente, des mécanismes de suivi
et des règles d'adoption et de révision de la mission, évidemment, parce que la mission, on peut considérer qu'au bout de 5 ans, on y est arrivé et que le contexte a changé, les enjeux ont changé. Donc, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Comment on réévalue cette mission? Je termine par quelque chose qui, vous avez vu passer dans la presse. C'est Patagonia qui a intenté un procès en justice contre Donald Trump. Vous l'avez vu, je pense? En fait, c'est pas Donald Trump, contre l'État fédéral. C'est-à-dire que Patagonia, au nom de sa mission qui est de s'investir dans les causes de protection de l'environnement, a traduit en justice l'État fédéral parce que Donald Trump a renié sur des financements qui permettaient de sanctuariser des parcs nationaux pour ouvrir une partie de ces parcs nationaux à l'exploitation pétrolière. Donc Patagonia, au nom de sa mission, a intenté un procès à l'État fédéral. Et donc là, on est bien dans la caractérisation ultime du rôle politique de l'entreprise dans la cité. Et tous les entrepreneurs américains que l'on a rencontrés nous disaient, c'était juste après l'élection de Trump, nous disaient que précisément, compte tenu de l'arrêt ou ce qu'ils anticipaient comme le tarissement de certaines aides sur des programmes fédéraux, rendait leur mission d'autant plus pertinente, notamment dans les programmes d'aide alimentaire, d'éducation, d'information, etc. Donc vous voyez que là, on est en présence d'entrepreneurs qui revendiquent un rôle politique. Donc c'est pour ça qu'en France, je voudrais juste dire, mais les entreprises à mission, si jamais on va vers un statut d'entreprise à mission, tout le monde ne peut pas embarquer là-dedans. Il faut quand même, enfin, je veux dire, ils se compliquent la vie. Tous nous ont dit, on se complique la vie. On doit être absolument performant et être profitable et rentable et être irréprochable sur ce côté-là, parce que c'est notre autonomie. C'est une double exigence de rentabilité et de faire vivre la mission. Donc, ils se compliquent beaucoup la vie. Et donc, c'est que des personnalités assez uniques. En plus, ces statuts, à mon avis, ne permettent pas d'embarquer des grandes entreprises où l'actionnaire, c'est tout simplement quel numéro de téléphone. Dans une entreprise cotée, l'actionnaire, c'est quel numéro de téléphone? Je ne sais pas. On est dans un actionnariat extrêmement diffus, volatile, ce qui complique, bien sûr, la cohérence, une gouvernance cohérente avec la mission. Voilà, donc si vous voulez, on peut revenir à l'article 1832-1833, si ça vous intéresse, si vous avez des questions. Voilà ce que sont les entreprises à mission. Donc ce sont des statuts qui ont des caractéristiques bien particulières. Et en France, les propositions ne manquent pas, notamment notre partenaire académique, la chaire de l'École des Mines, a proposé ce qu'on appelle la SOSE, l'objet social étendu, qui est une façon, qui est une façon assez proche de reprendre les principales caractéristiques, je dirais, de la PBC, de la Public Benefit Corporation. Mais enfin, en tous les cas, c'est à la française. Il y a déjà des expérimentations avec 2 entreprises, dont une, vous devez la connaître, qui est la Camif, et une autre qui est Nutricet, qui ont déjà mis en place des engagements et un objet social étendu. Voilà, donc j'espère que c'est un petit peu plus clair maintenant qu'au début. Je n'en suis pas sûre, parce que c'est un sujet qui est passionnant, mais assez technique. Mais au moins, vous savez d'où c'est parti. Pourquoi, en fait, ce sujet résonne? C'est parce qu'on est bien là dans la réconciliation de 2 hémisphères qui, avant, se regardaient en chien de faïence. C'est-à-dire que si vous étiez du côté du profit, vous étiez un méchant, et du non-profit, vous étiez gentil. Donc là, on est dans vraiment un statut hybride, c'est-à-dire on recherche le profit, mais on veut une mission. Et en plus, on croit que l'entreprise est un formidable levier de transformation de l'entreprise. Et on croit en l'impact positif de l'entreprise. Donc c'est vraiment des sujets qui sont forts. Et en France, ce sujet s'est greffé avec la réflexion sur faut-il ou pas remédier à cette espèce de, on va dire, de hiatus juridique. C'est-à-dire que, comme vous le savez, l'entreprise n'est pas définie en droit. C'est simplement la société qui est une fiction juridique et le véhicule juridique qui est défini en droit dans le Code civil. Et donc, qu'est-ce que l'entreprise? L'entreprise, est-ce que c'est un collectif? Est-ce que c'est simplement des capitaux? Est-ce que c'est du travail? Est-ce que c'est des externalités? Est-ce que c'est une création de valeur? À qui appartient-elle? Etc., etc. Et donc, on a ouvert le débat. Et on voit bien que dans les arrière-boutiques, les arguments sont en train d'être affûtés. Et avec des propositions qui viennent de la CFDT, du MEDEF, de la France Insoumise, du CJD, d'universitaires, mais étonnamment, pas beaucoup d'entrepreneurs eux-mêmes. Donc voilà pourquoi on a voulu leur donner aussi la parole à travers l'étude qu'on est en train de mener avec VI Voice. Est-ce que Sylvain, tu veux dire un mot sur
ce contexte passionné et passionnel. Avec plaisir. Oui, il se trouve que, pour moi, ça évoque des choses plus anciennes, si tu me permets, Geneviève. C'est notre écart d'âge. Que ce que tu as raconté. Il se trouve que la première fois que j'ai rencontré ça en France, c'était en rentrant de Londres en 2000. Il y a eu un colloque à la Caisse des dépôts sur la création de valeur. C'était présidé par le directeur général qui était à la tribune et moi j'étais dans la salle. Le directeur général en question est quelqu'un que nous tous respectons énormément et qui par la suite a fait beaucoup de choses dans ses directions. C'est un de mes patrons directs. Et donc j'ai demandé la parole et j'ai dit à Daniel Lebègue, monsieur le directeur général, est-ce que vous n'êtes pas en train de traiter en France un truc qui, depuis 4 ou 5 ans, prend une énorme vitesse dans les débats entre anglo-saxons, qui est comment est-ce qu'on articule, on entrelace, encore une fois, la stricte shareholder value avec ce qu'ils appellent la stakeholder value. Je jure qu'en l'an de grâce 2000, Daniel Lebègue, directeur général de la Caisse des dépôts et fin angliciste, ne connaissait pas l'expression stakeholder value. Ça se passait il y a 18 ans. La deuxième chose, il se trouve que j'ai reparlé de ce sujet-là, à titre personnel, parce que c'est un type avec lequel j'aimais débattre, avec l'un des rapporteurs de la commission Attali en 2007, en septembre 2007 pour être précis. Pardon ? Le co-rapporteur. Le dit co-rapporteur, plus tard, a inséré d'abord une première fois dans un projet de loi, il s'est fait toquer au Conseil d'État. Et maintenant, c'est un sujet qui se réouvre en ce qui me concerne. Je trouve que c'est bienvenu et que, heureusement, c'est beaucoup moins binaire sur le fond qu'on ne l'imagine, mais sauf que toute personne qui rentre dedans rentre de façon binaire. Je vais prendre un exemple. Tout le monde sait ce qu'est devenu le co-rapporteur de la commission Attali en octobre 2007. C'est juste président de la République. Il est président de la République. Donc, mais il était à l'époque, il avait 11 ans de moins qu'aujourd'hui. Donc c'est pour lui une considération qu'il a depuis très longtemps en tête. Il n'est pas seul. Ce qui est étonnant avec ce sujet-là, autour de la vocation de l'entreprise, j'aime bien le terme vocation là, c'est le point auquel c'est effectivement spontanément divisif. Je vais juste prendre une anecdote. 11 décembre matin, au MEDEF, la présentation par les grandes entreprises de tous les engagements qu'elles répètent en matière de développement durable. Monsieur Hulot est là, et Monsieur Hulot clôt les débats, et à la fin de son truc, a le malheur de dire le Code civil 1833. Monsieur Gattaz, en bon président du MEDEF, s'accroche immédiatement au lustre et pousse un hurlement de fauve blessé ou de bête blessée en disant « Mon Dieu, monsieur le ministre, vous ouvrez la boîte de Pandore ». Oui, c'est bien lui. On parle bien du même. Oui. L'expression « vous ouvrez la boîte de Pandore » a été prise là-dessus. Alors, 2 choses. Première chose, dans ma culture historique raisonnablement construite, je ne connais qu'un exemple de quelque chose capable de transformer toute réunion bourgeoise dans le dîner dépeint par Carandache au sujet de l'affaire Dreyfus. Vous mettez ce sujet-là sur la table de gens raisonnablement cultivés, normalement contrôlés. Si vous le faites avec un tout petit peu d'astuce, dans les 10 minutes qui suivent, les mots, vous enrichissez votre vocabulaire de mots d'oiseaux régionaux que vous découvrez. C'est extraordinaire, c'est radicalement émotif, et immédiatement les gens commencent par fondre une durite avant de se calmer, de revenir à une température normale et de s'apercevoir que tant qu'ils le prennent de façon binaire, il n'y a pas de solution, mais que dès qu'on introduit des éléments qui construisent des continuums, et typiquement l'entreprise à mission est un élément d'un continuum, il y a évidemment toute une variété de choses possibles à développer à condition de ne pas en faire des conditions strictement nécessaires, mais tout simplement des options raisonnablement activables. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, j'ai besoin d'un néologisme. J'ai besoin d'un mot. Ce genre de sujet, quand on parle de personnes physiques, on va dire que c'est pas simple, ça n'adresse pas simplement des questions philosophiques, Geneviève. On est un cran en amont. C'est anthropologique. C'est anthropologique. Sauf qu'anthropologie, je ne sais pas comment ça se dit pour les personnes morales. Si quelqu'un me donne le mot anthropologie appliqué non pas aux personnes physiques, mais aux personnes morales, je promets que je ferai la pub que je peux pour que le truc s'applique à ça. On est vraiment en train de s'interroger sur de la finalité des personnes morales et surtout de l'acceptabilité de finalités différentes de personnes morales différentes. Au fond, c'est ça. Et c'est quand je t'entends dire que tu creuses l'entreprise à mission, une chose qui m'a frappé dans ton exposé, c'est que tu creuses l'entreprise à mission sur la variété de personnes morales que sont les entreprises morales for profit.
Mais, pardon, vu mon ancien employeur, où il y a des questions d'anthropologie élémentaire, tout aussi bien dans les personnes morales pas fort profitent, qui pourraient s'intéresser à ça. Peut te dire quoi que raconte leur statut. Juste au hasard, les mutuelles ou les systèmes paritaires. Absolument. Juste l'économie sociale, qui pourrait effectivement créer dans son propre sein des descriptions de missions de RSE, pour prendre un terme simple, plus efficaces et surtout mieux vérifiées. Oui. Que ce n'est aujourd'hui le cas dans ce monde-là qui pourtant se glorifie de ne roulant pas pour le profit, naturellement tout ce qu'ils font. Mais c'est la même excuse que la RSE, on n'en a pas besoin d'en faire, puisque par nature on l'est. Ouais. Et c'est en cela qu'on est bien au cœur de ce que nous faisons tous ici, c'est comment est-ce qu'on fait pour non pas prendre des éléments environnementaux, pour essayer de les plaquer, de les insérer, les glisser à l'intérieur de systèmes, j'allais dire, en bloc, préconstitués. On ne veut pas les glisser à l'intérieur du schmilblick. On n'a pas envie de mettre des poison pills dans des trucs qui tiennent debout. On a envie que les trucs qui tiennent debout fassent leur ce qu'on leur propose et se modifient pour réellement les entrelacer et pas simplement avoir toujours le risque de le traiter comme un corps étranger. Voilà ce que je voulais compléter par rapport à toi. C'est pas binaire. Il ne faut surtout pas le prendre sous un angle binaire. Mais regardez autour de vous, le point auquel des gens vachement bien ont quelques secondes d'égarement quand on trouve le truc, c'est juste profondément drôle. Moi, ça fait 2 mois que je n'arrive pas à m'occuper de mes clients parce que je passe d'audition en commission, de commission en note, de note en présentation. On me demande même d'introduire des représentants, des hauts fonctionnaires de l'État à des entrepreneurs californiens. Vous voyez, je suis arrivée à faire des intermédiations assez improbables. Mais je vois à quel point le sujet est clivant. Enfin, je veux dire, mais clivant, mais à un point... et je ne le soupçonnais pas. Ce qui prouve que c'est effectivement un vrai sujet. C'est un sujet anthropologique des personnes morales. Et donc la refonte du Code civil, on peut tout à fait imaginer... Alors voilà, qu'est-ce qui va se jouer ? Il va se jouer que... Il se peut que dans les différents jeux de rôle qui sont en place, il y en a qui disent on ne touche absolument pas au Code civil. Le Code civil, c'est une vache sacrée. On n'y touche pas. Napoléon, entre parenthèses, Napoléon n'avait pas anticipé le changement climatique, enfin ce début de siècle. Et les taux négatifs. Mais je dirais aussi que Napoléon n'avait pas anticipé non plus la shareholder value, entre parenthèses. Cet article, il a été rédigé, on n'était pas en plus dans une finance mondialisée ou une mondialisation financiarisée. Je sais pas, ça marche dans les 2 cas. Donc cette idée de on ne touche surtout pas au Code civil, c'est-à-dire on n'ouvre pas la boîte de Pandore, parce que qu'est-ce que le juge va pouvoir dire d'un manquement à une supposée, à une spoliation d'un intérêt d'une partie prenante. Enfin, est-ce que c'est au juge de dire la vérité, mais quelle est la vérité en la matière? Donc il y en a qui ne veulent pas toucher au Code civil, il y en a qui disent au contraire, le Code civil c'est bien, mais 200 ans ont passé, et maintenant si on veut que l'entreprise s'inscrive dans une contribution positive, et il ne peut pas en être autrement, il faut envoyer un signal, fût-il symbolique. Et d'autres disent, bon, un petit statut marginal optionnel pour les militants qui sont déjà convaincus, si en plus ils veulent faire joujou avec un statut, pourquoi pas. Et on va revenir un petit peu comme à l'agrément ESUS, la loi Hamon de juillet 2014. Et là on aura raté quelque chose aussi. Donc les arguments sont en train d'être affûtés, mais ce qui est sûr, c'est qu'un statut d'entreprise à mission ne pourra jamais embarquer des grandes entreprises cotées, dans la mesure où ce sera impossible d'avoir l'accord à l'Assemblée générale pour un changement de statut beaucoup trop coûteux. Donc il y a certains patrons qui militent pour un changement du Code civil, parce qu'ils se disent au moins avec ce parapluie du Code civil changé dans lequel on va introduire même à dose homéopathique la référence aux parties prenantes et aux externalités, ça va nous permettre peut-être de sortir de l'étau de cette mondialisation financiarisée, de ce culte de la share value. Et d'autres qui disent surtout on ne touche absolument pas à ça, parce qu'il faut rester dans ce jeu de la performance dans lequel on est tous traités équitablement et il ne faut pas fausser la concurrence. Donc voilà, suivez les débats et on en saura plus le 1er mars. J'ai fini. Oui, ça marche. J'ai une question. Qui valide la mission? Parce que toutes les missions ne sont pas forcément vertueuses, quoi.
pour mission de défendre l'emploi dans une zone où on exploite le charbon et je vais défendre l'exploitation du charbon. Je peux avoir pour mission de défendre à l'extrême la population blanche catholique de telle région du monde et attaquer l'État parce qu'il ouvre les portes de l'immigration. Donc, là, tu parles du business as usual, là. Effectivement, il n'y a pas... Non, mais donc une mission, mais on fait comme si toutes les missions étaient vertueuses. Elles sont non, là, dans le cas de ces statuts, oui, parce qu'il faut prouver un impact positif. Donc, à moins, qui le juge? Alors, tu as deux. D'abord, ta mission doit montrer que tu as un impact positif et que tu crées de la valeur avec les parties prenantes. Donc, tu es dans un collectif de création de valeur. C'est pas que les deux fondateurs qui décident d'exploiter dans les mines de charbon les enfants. Donc ton évaluation, tu choisis ton référentiel d'évaluation, mais tu le valides avec l'ensemble des parties prenantes qui sont sur ta chaîne sur ta chaîne de valeur. Tu peux te faire aider de référentiels comme le référentiel B Corp, le label B Corp. Et le label B Corp, clairement, si tu fais travailler les petits-enfants, ça va pas le faire. Mais c'est un vrai sujet. Et là, tu mets le doigt sur quelque chose, moi, qui me frappe, c'est que la RSE est devenue... on est rentré dans une spirale de défiance. Ça aurait dû être de la confiance, on est rentré dans de la défiance, parce qu'à chaque fois, comme les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme les entreprises se sont fait épingler parce qu'elles ne faisaient pas ce qu'elles disaient faire dans le rapport de RSE, eh bien, donc, du coup, les ONG attaquent, le législateur s'en mêle, et on arrive à des couches de conformité de plus en plus importantes. C'est pour ça que quand tu parles de RSE, on se dit, mais on n'en peut plus. En plus, ça détruit effectivement de la valeur, parce que c'est des coûts, etc. Alors qu'on aurait pu rentrer dans un rapport de confiance et de construire ce pacte de confiance. Donc dans les entreprises à mission, tu es quand même dans une volonté d'être dans le terrain de la confiance. Voilà. Et tu peux tout de suite considérer que ta mission peut être confisquée par d'affreux pas beaux. Mais à ce moment-là, enfin là, peut-être que dans 20 ans, imaginons que ça se produise, je te dirai, je te répondrai. Mais dans tous les cas des entreprises à mission que l'on a rencontrées, les fondateurs sont animés par des valeurs extrêmement fortes. La mission, elle a été rédigée et co-construite avec les parties prenantes. Elle est évaluée dans des référentiels librement choisis quand il s'agit de critères ad hoc ou des référentiels plus génériques comme le label B Corp. Et ton évaluation est déposée au greffe, l'équivalent du greffe du tribunal de commerce de l'État américain pour vérification de l'impact et de la distribution Alors, ce qu'on n'a pas pu vérifier, c'est que est-ce qu'il y a des cas où on considère que l'évaluation n'est pas satisfaisante? C'est très jeune, encore une fois. Voilà. Donc, je ne vois pas Exxon tout de suite devenir une entreprise à mission, même si ça serait chouette. Voilà. Donc, on est plutôt sur le terrain de la confiance, donc un peu de confiance dans la nature humaine. Voilà. Oui. Oui. Bonjour, pardon. Oui. Après, je promis. Vas-y. Oui, comme si c'était pas déjà assez compliqué, je voulais ma question. Pierre Ducret, pardon, Institut pour l'économie du climat. Ma question va pour but de rajouter une couche de complexité. Tout ce sujet, prenons ça par exemple, l'objet social élargi. Mais comme d'ailleurs dans l'histoire de la RSE, on est dans une responsabilité élargie de l'entreprise, mais responsabilité qui s'entend de façon synchronique, si je puis dire, à un moment T, quoi. Une mission qui s'exerce à un moment T et on accepte une responsabilité plus large que celle qu'on a devant les actionnaires. Est-ce qu'on n'a pas la possibilité, parce que ce serait très utile maintenant, d'intégrer aussi la flèche du temps, c'est-à-dire rentrer dans quelque chose de diachronique et de considérer que ce débat est l'occasion de faire rentrer la question de la responsabilité de l'entreprise sur sa trajectoire, ce qui, sur le sujet du climat, est un sujet très très grande actualité et très difficile à traiter, comme le savent bien tous les consultants qui sont dans la salle d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'introduire cette question-là à cette occasion, tu vois ? C'est-à-dire l'idée que l'entreprise a non seulement une responsabilité plus large que celle qu'elle a dans ses actionnaires, mais aussi une responsabilité sur la conformité possible de cette trajectoire avec des objectifs qui sont des objectifs de l'humanité, en gros. Alors, c'est pour ça que je remets ce slide, des règles d'adoption de révision de la mission claire, mais ta question n'était pas là. Bien évidemment, les entreprises qu'on a rencontrées étaient en fait, sur des sujets très concrets, des sujets environnementaux très concrets ou des sujets sociaux très concrets. La question du climat est une question qui est en toile de fond. Et donc, à ma connaissance, mais c'est pas contradictoire, aucun n'avait cette perspective-là en toile de fond, parce qu'on est sur des enjeux qui sont très lointains.
Mais ça peut être une question intéressante. Je pense que Patagonia s'inscrit clairement, pour répondre à ta question, Patagonia commence à rentrer dans ce que j'appelle un modèle économique qualitatif ou décroissant. C'est-à-dire que Patagonia a fait ce qui n'est pas très compliqué, c'est ce que tout le monde a fait, c'est qu'en continuant dans une logique de volume, on ne peut en aucun cas tenir une limite de réchauffement à 2 degrés. Enfin, si tout le monde est dans une surchauffe et on continue cette logique de volume, donc il faut arriver à infléchir, être dans une autre forme de croissance. Donc il faut absolument le faire. Donc ils ont complètement basculé dans l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, la réparabilité, la second hand, et ils commencent à développer aussi des business dans le domaine de l'alimentation. Donc c'est plutôt dans la réponse, dans la façon de courber le modèle économique qu'il y a une forme de réponse à ta question. Voilà. Mais l'un n'empêche pas l'autre, à mon avis. Oui, je suis Diana Powers. J'imagine que cette modèle n'est pas encore mise à l'épreuve par les traités internationaux comme le CETA et le TTIP et tout ça. Et est-ce que ça va offrir une protection pour les petites PME de se protéger contre des multinationales qui veulent baisser les standards environnementaux et de santé, par exemple? C'est une question qui est au cœur de leurs préoccupations en général. Se protéger contre les prédateurs, même indépendamment du CETA et autres. Je ne veux pas citer d'entreprises, mais on a eu des petites entreprises qui ont été mangées par des grosses, même françaises, et qui se sont effondrées. Mais oui, en toile de fond, il y a cette idée, et c'est ça que certains critiquent, en disant que vous faussez la concurrence. Parce que vous vous mettez un peu ces chats perchés, quoi. Vous vous dites, ah mais moi je peux pas, je n'ai pas les mêmes règles de jeu que vous. Mais il faut juste comprendre que ces entrepreneurs, ils appellent en fait à revenir marcher sur les pieds et non plus sur la tête. Être dans des logiques de long terme, de création de valeur partagée et de produire de la valeur en phase et en cohérence avec les enjeux du XXIe siècle. Donc, eux n'ont pas l'impression d'être hors la loi, mais d'aucuns les considèrent comme des fauteurs de troubles qui peuvent éventuellement fausser les règles de concurrence et introduire de ce qu'on appelle les poison pills. Ouais. Monsieur, allez-y. Merci pour nous avoir fait découvrir ce sujet d'une façon un peu plus profonde que ce qu'on lit dans la presse. Mais c'est normal de considérer que ce sujet puisse être très clivant. Je dirais, il ne faut pas s'en étonner, parce que c'est au cœur du sujet. Et mes interrogations, sans avoir le recul nécessaire, bien sûr, pour en juger, mais mes premières interrogations, c'est est-ce qu'on ne se dirige pas là vers un nouveau type de corporatisme, qui serait le corporatisme des missions, de la même manière que nettoyer l'espace, c'est un nouveau corporatisme, comme a été le corporatisme des imprimeurs dans le temps, qui était une mission également. Et du coup, qui reviennent à privatiser quelque part les grands thèmes sociétaux, les grands thèmes, je dirais, de la société, en mettant la société un peu de côté. Est-ce qu'en poussant le raisonnement un peu plus loin, on n'est pas dans une privatisation de la démocratie? Et quand je vous entends, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec ce que j'entends au Collège de France, quand Pierre-Rosan Vallon s'exprime sur la démocratie, où lui, dans sa vision de la démocratie du futur, il va diamétralement opposé. C'est-à-dire que pour caricaturer un petit peu, pour lui, la démocratie de demain se fera par tirage au sort. C'est-à-dire que vous, n'importe qui dans cette salle, pourrait devenir avec une responsabilité importante, comme c'est déjà le cas au niveau des jurys d'assises. Bientôt dans les jurys d'assises, c'est Madame Trucmuche qui devient la personne qui va décider si oui ou non on envoie cette personne à l'échafaud ou pas. Et je pense que là, on a une véritable interrogation. Si Google se sent investi d'une mission de former l'Afrique, on peut s'inquiéter. Il y a peu de chances que Google soit une entreprise à mission, mais je vais vous répondre sur la question. Alors, deux choses qui nous ont frappés, c'est que on a eu du mal, on a demandé à Cécile Renoir de nous faire l'introduction parce qu'on a voulu choisir le mot bien commun. C'est les entreprises au service du bien commun, on n'a pas choisi intérêt général. Et on est quand on parle d'intérêt général, la France se détache vraiment des autres pays. Enfin, la vision anglo-saxonne et la vision française sont vraiment à front renversé. En France, on considère que dès qu'un sujet est déclaré d'intérêt général, les forces privées du marché doivent s'écarter. Dans les pays anglo-saxons, c'est l'inverse.
c'est si les forces du marché privé ont fait cas de leur impossibilité de traiter un sujet d'intérêt général que l'État doit le reprendre. Donc, dans les pays anglo-saxons où ces statuts sont apparus, on est bien dans cette approche qui est de dire les sujets qui relèvent de l'intérêt général, du bien commun, sont des sujets pour lesquels les acteurs privés sont parfaitement légitimes et peuvent apporter des solutions. Donc, il y a une légitimation de la sphère privée. Et par rapport à ce que vous disiez sur la démocratie, ces entrepreneurs à mission sont apparus justement au moment où les GAFA prenaient énormément d'importance en se disant mais nous, au moins avec la mission, on introduit, c'est une création collective avec nos parties prenantes. Donc au contraire, c'est une réponse démocratique parce que c'est pas Larry Page tout seul qui va faire quelque chose. C'est nous dans notre écosystème de parties prenantes et on va créer la mission ensemble, et on va l'évaluer ensemble et on va la partager ensemble. Et c'est beaucoup mieux que d'avoir un Google, un Amazon ou un Facebook. Et là, en l'occurrence, je parle plutôt de Facebook et Microsoft, qui vont mettre le monde en coupe réglée, et après, le fondateur tout seul dans sa fondation va décider de ce qui est bon pour l'humanité. Mais lui tout seul. Bill Gates a un budget qui est supérieur à celui de l'OMS. C'est très bien que Bill Gates s'occupe des vaccins en Afrique, mais demain, il peut s'occuper d'art contemporain. Et il n'y aura strictement aucun contrôle démocratique là-dessus. Donc ces petites entreprises à mission disaient, au contraire, nous, on crée un commun, et ce commun, c'est cette création collective qui est l'entreprise au service d'une mission que l'on va s'assigner. Donc c'est assez perturbant du point de vue français, parce que quand on revient en France, qu'on réintroduit le débat en France, on nous dit, mais d'abord, il y a l'État qui s'occupe de ça, et c'est très bien, et puis il y a l'ESS qui s'occupe de ça. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Mais sauf que si, il y a justement à voir. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. Mais c'est un sujet passionnant. C'est un sujet passionnant. Est-ce qu'on veut des grands monopoles avec des grandes fondations omniprésentes et omnipuissantes des deux côtés, avec une confiscation du débat démocratique, et être finalement dans une forme de philanthropie discrétionnaire dans lequel on est tous, entre guillemets, pris en otage? Alors, où est-ce qu'on veut des États plus forts? Et ça serait, à mon avis, des États arbitres plus forts, ça serait de toute évidence la meilleure solution, de dire voilà les règles, voilà le terrain de jeu, voilà l'arbitre, on remet l'arbitre au milieu du terrain, vous jouez la partie, on ne joue pas à votre place, mais vous respectez les règles. Mais précisément dans des États où l'État, les États-Unis, où il y a une confiscation de la démocratie, parce qu'on a eu ces débats-là, eh bien les entreprises à mission sont une sorte d'ersatz de représentation territoriale démocratique. À moins qu'elles deviennent très puissantes et que ça aille dans le même sens. Et là, rendez-vous dans 20 ou 30 ans et on arrivera à ce corporatisme. On aura des sectes d'entreprises à mission et on sera tous clonés. Ouais, c'est pas impossible. Ou ça sera de l'eau tiède et il faudra réinventer autre chose. Ouais. Mais il est déjà trop tard. Oui, peut-être que ma question est reliée à la précédente, en tout cas dans le contexte. Oui, Jacques Trenet. Oui, Jacques. Merci Geneviève pour cette présentation. J'ai décelé une pointe de mélancolie à un moment quand tu as dit que, évidemment, jamais les entreprises cotées ne relèveront de cette logique. Or, les entreprises cotées, c'est quand même... alors, est-ce que tu peux définir un périmètre? C'est-à-dire, c'est quand même elles qui donnent les règles du jeu, enfin, qui disent où on va, quoi, en quelque sorte. Donc... un peu de mélancolie. Ouais. Oui, voilà. Tu peux en dire plus sur ta pointe de mélancolie? Mon cher Jacques, tu me mets... Et bon, disons que quand j'ai terminé ce petit tour de monde qui m'a vraiment passionné l'an dernier, je me suis dit, c'est bien, mais l'effet de levier, il est où, quoi? L'effet de levier, il est dans les plus grandes entreprises, des grandes entreprises cotées, parce que ça gère, d'abord, ça impacte vraiment la vie de tous les habitants de la planète, ça a une puissance de feu qui est bien supérieure à celle des États, et avec une capacité de mobiliser des capitaux sans précédent. Et je me suis dit, probablement que ce statut devrait intéresser en premier lieu les entreprises cotées. Sauf que une entreprise cotée, il y a eu une tentative, il y a une entreprise américaine qui avait le statut, qui s'est fait introduire en bourse et qui a décidé d'arrêter. Parce que la réaction des marchés, quand ils ont dit on a l'intention de s'introduire en bourse mais on garde le statut, c'est-à-dire la réaction des marchés a été de dire mais vous voulez divertir de l'argent pour autre chose que de verser des dividendes aux actionnaires. Donc autant quand vous restez dans votre communauté happy few, convaincus, militantes, engagées, qui partagent les mêmes valeurs, ça pose pas de problème et c'est pour ça qu'il n'y a pas de procès, il n'y a pas de jurisprudence.
Mais quand vous passez à l'échelle, et comme je disais, l'actionnaire qui a le numéro de téléphone, ça devient beaucoup plus compliqué. Et là, ça nous renvoie sur la fameuse lettre du patron de BlackRock. Et là, voilà, on rentre un peu dans les vrais rapports de force. C'est de dire, finalement, qu'est-ce qui... Et d'ailleurs, il y a eu une réponse du berger à la bergère pour BlackRock. Il y a eu aussi des petits porteurs qui ont dit dire, mais moi, on ne vous demande pas du tout de prendre fait et cause pour sauver la planète. Nous, on vous demande juste de faire fructifier nos économies. Donc, c'est là qu'est le nerf de la guerre. Il est dans, pas forcément les entreprises cotées, mais en tous les cas, ces grands ensembles économiques, ces grands agrégats de capitaux pour lesquels la gouvernance est extrêmement diluée et confisquée soit par des dirigeants qui parlent au nom de l'actionnaire, parce que l'actionnaire est très volatile, très diffus, et donc les dirigeants qui ont une pensée monolithique et finalement qui eux-mêmes s'auto-persuadent qu'ils ne peuvent pas faire autrement, même s'ils sont schizophréniques. Ou alors, on est au contraire dans des actionnaires qui sont extrêmement fermes sur le fait, et d'ailleurs de dire on reste à la shareholder value, parce que sinon on introduit le loup dans la bergerie. Mais à Davos, on a eu des cas intéressants où j'ai le souvenir d'avoir vaguement entendu Carlos Ghosn dire « Mais moi, la voiture électrique, je veux la développer, mais j'ai besoin de montrer que je fais du résultat pour avoir des capitaux qui vont investir dans la voiture électrique. » Donc on est dans un double discours de dire « C'est la finance as usual, on doit délivrer comme d'habitude pour pouvoir financer la transition écologique. » En fait, on ne nous laisse pas de répit. Il faut toujours être dans les mêmes modèles de création de valeur à l'ancienne, même si on veut créer le monde de demain. Donc il y a une contradiction dans les entreprises cotées qui me paraissait intéressante et pour laquelle je n'ai pas de réponse pour le moment. D'où ma mélancolie relative. Voilà. Ah, il y en a un qui n'a pas perdu le fil. Ben, je le saurai dans 2 jours parce que Sycomore, qui est un de nos partenaires de notre étude, organise une conférence sur les entreprises à mission après-demain. Et il y aura Emmanuel Faber en keynote speaker les 30 premières minutes et avec un associé de Sycomore, je l'interview. Donc on va lui poser les questions de sa cohérence. Et c'est à mon avis, sans vouloir préjuger, je pense qu'il serait plus en faveur d'une transformation du code civil que d'un statut. Voilà, bon, c'est assez connu ce que je dis, mais pour les raisons suscitées, parce que je pense qu'une entreprise comme Danone ne pourrait pas embarquer dans un statut spécifique et à mon avis, probablement, je détruirais de la valeur à T égale 0 au moment où ils choisiraient ce statut, parce que ça jetterait une ombre sur leur capacité à délivrer comme ils le faisaient, comme ils s'y étaient engagés, quoi. C'est une prise de risque de dire qu'on crée de la valeur qu'on s'oriente vers la stakeholder value, c'est une prise de risque pour les entreprises cotées, il faut le dire très simplement. Même si le cœur sur la main, ils vous disent tous qu'il faut créer de la valeur pour les parties prenantes. On est dans une schizophrénie, on est clivé, voilà. Donc à suivre. Tu auras peut-être la réponse sur les réseaux sociaux, si tu regardes ton compte Twitter, tu verras ce qu'il dira. Mais je pense que ça va être dans ce sens-là. J'avais une question, donc Cédric Riggenbach, j'avais une question sur les risques que ces statuts soient détournés. Et il me semble que tu évoques ça dans le bouquin, qui était même une des raisons pour laquelle Schwarzenegger avait refusé un des statuts que tu décris en Californie. Est-ce qu'il y a des risques que ce soit détourné pour du blanchiment, d'abus de biens sociaux ou autre, qui est déjà un risque qui est déjà identifié? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a raison de s'en inquiéter ou juste faudra être vigilant et c'est pas ça qui va porter une ombre globale sur le projet? Moi, j'ai plutôt l'impression d'avoir rencontré des bisounours qui étaient doués d'un sens marketing absolument incroyable. C'est des entrepreneurs californiens, donc. Oui, il y a un risque, mais la nature humaine étant ce qu'elle est, je pense que le risque, il est probablement de jouer à chat perché. De dire, voilà, moi, ma mission, elle est tellement unique, mon entreprise, elle est tellement unique que de toutes les façons, et mon évaluation, elle me regarde. C'est plutôt se soustraire. C'est un peu avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire, je veux faire appel au marché, je veux rester dans le jeu voilà, compter sur une introduction en bourse, une augmentation de capital, voilà. Je veux pas me contraindre sur l'accès aux capitaux, mais en même temps, c'est chat perché, parce que quand on voudra me racheter, je dirais ceci, cela. C'est plus ça le risque pour moi que vraiment du blanchiment ou
Je pense qu'il y a des façons beaucoup plus simples de blanchir plutôt que de faire une entreprise à mission. Enfin, vraiment, là, t'achètes un casino aux îles Caïmans et c'est bon, quoi. Enfin, c'est une idée, hein, je dis ça comme ça. Enfin, voilà, je pense que c'est se donner beaucoup de mal. C'est se donner beaucoup de mal, à moins qu'il y ait quelque chose d'un peu occulte. Oui, mais ça, dans toute construction humaine, il peut y avoir de l'insincérité, bien sûr, et de la manipulation. Ce qui n'existe pas du tout dans les entreprises cotées, bien sûr. J'ai épuisé le sujet, Non. votre curiosité. Non, moi j'ai une question. Aïe. In coda venenum. Comment est-ce qu'on peut dissocier la mission de la norme sociale du moment ? Tu peux pas. Donc, ce qui est une entreprise à mission chez nous, où la vie est une valeur ultime, peut très bien être une entreprise pas du tout à mission dans un pays où la vie, on s'en fout, et où la préservation de la ressource en eau, pour les gens qui peuvent encore vivre, est la valeur ultime. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à accoucher d'autre chose qu'une mosaïque de normes qui reflèteront chacune plus exactement, la hiérarchie des valeurs sociales du lieu ? Je ne vois pas comment on peut y arriver. Et donc, les multinationales, je vois juste pas comment elles pourront y arriver. Oui, c'est pas faux. Disons que pour répondre à ta question très simplement, les missions, d'ailleurs on en donne quelques exemples, les missions sont majoritairement, d'abord c'est des entreprises occidentales, on va dire les choses très simplement, c'est des entreprises occidentales. Les missions sont sur des sujets sociaux, environnementaux très précis. Alors, et pour finir de faire l'emmerdeur... ça m'étonne de toi. On est bien d'accord. Je vais rebondir, moi aussi j'ai suivi sur la question de Pierre, tu n'as pas répondu à la question qui est comment est-ce qu'on arbitre les incohérences. Je prends l'exemple des 17 objectifs de développement durable de l'ONU, tu prends n'importe lequel des deux, tu en trouves 3 autres qui sont incohérents dans les 17 mêmes, avec l'objectif poursuivi. Donc c'est juste un système de 17 équations à 2 inconnus, et donc ça boucle pas. Bon. Tu peux faire une intégrale triple. Non, ça boucle pas, c'est impossible. Donc la question c'est qui arbitre, à quel moment. Et j'en reviens à ce que je viens de dire, depuis la Westphalie, en gros le juge il est national, quoi. Donc comment est-ce qu'on peut faire autre chose, encore une fois, qu'une préférence nationale du moment d'une hiérarchie de normes? Si tu prends par exemple, si je reviens à mes petits Américains, en l'occurrence, si je pense à ceux qui veulent réinvestir dans la chaîne de valeur en amont. Ceux-là, ils ont des ateliers en Colombie, en Indonésie, enfin en l'occurrence aux Philippines. La norme philippine, elle est extrêmement faible, elle n'existe quasiment pas. Il y a des objectifs du développement durable auxquels le gouvernement philippin souscrit ou pas. Et là, eux ont choisi spécifiquement, pour ce qui relève de leur responsabilité, de dire sur notre chaîne de production, de sous-traitance, tous nos travailleurs vont avoir accès à de la formation, à des cours de design, on va travailler avec des matières recyclées, et donc ça, c'est audité. Donc ils ont un corps d'auditeurs qui sont des auditeurs. En l'occurrence, ils ont des partenariats avec les Nations Unies. Et ça vaut ce que ça vaut. On est encore une fois dans la confiance. C'est-à-dire que la meilleure réponse que je pourrais te faire, c'est oui, il y aura peut-être des affreux pas beaux qui vont... peut-être que ce sujet-là va être complètement dévoyé, dénaturé. C'est un tout petit peu ce qui est arrivé à la RSE, malheureusement. Donc c'est pas impossible que ça arrive. Mais là, on est quand même dans une dynamique de confiance. Et de dire que oui, on ne va pas sauver la planète, et ça c'est un petit peu que je trouve pas mal le pitch un peu de Bicorp, qui dit qu'il ne s'agit pas d'être la meilleure entreprise du monde, il s'agit d'être la meilleure entreprise dans ce que vous aurez choisi d'avoir comme impact. Donc si votre impact il est en amont sur ces sujets sociaux de formation, vous allez être la meilleure entreprise. Les impacts, c'est tout et le profit pour les actionnaires. Mais quand vient le moment de l'arbitrage de la valeur, c'est-à-dire c'est là que l'on est dans le principe de réalité. Et c'est en ça que pour moi, on est dans la carte de rappel ultime, c'est que c'est là qu'on voit si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-à-dire si les actionnaires disent on a fait tant, mais plutôt que de se servir tant de dividendes, on choisit, parce que c'est dans notre mission, de réinvestir dans de la R&D, de réinvestir dans la chaîne de sous-traitance, de réinvestir dans la protection de tels programmes environnementaux, eh bien là, on est dans un discours de vérité. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais on l'est. Quand Patagonia lance le mouvement de 1% pour la planète, ils le font vraiment. Vraiment. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est autant d'argent qui ne va pas dans la poche de l'actionnaire. Et c'est autant d'argent qui va dans la poche d'associations environnementales. Donc, si tu veux, il y a une sorte de principe de réalité qui est dans le partage de la valeur et qui dépasse ou qui donne un autre éclairage sur ta question par rapport aux normes sociales.
if I may. Il faut avoir un peu confiance en l'espèce humaine, quoi, finalement. Bon, ben merci à vous.